Eh ben, bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes Alexandre Vergon et Gauthier Gomez et Al. On est tous les deux membres de Game Impact, qui est une association qui promeut une vision progressiste et des futurs souhaitables pour le jeu vidéo. On va parler un peu justement de qu'est-ce que c'est les enjeux sociétaux du jeu vidéo actuellement. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Game Impact? Gauthier, tu veux peut-être présenter l'association? Ouais, eh ben Game Impact, c'est donc une association qui accompagne et pousse les différents acteurs du domaine des jeux vidéo, donc que ce soit de la création, du public, de la recherche, des médias, à transformer la société en gros pour qu'il y ait plus de diversité, plus d'égalité, de justice, et notamment via les jeux vidéo, en gros. Voilà. Donc on est plein de membres de plusieurs pluridisciplinaires. On est à la fois du coup des professionnels du jeu vidéo, des professionnels de l'associative, de la médiation culturelle, de l'enseignement, des passionnés. Il y a des personnes qui travaillent absolument pas du tout dans le milieu du jeu vidéo qui sont membres actifs, des joueurs et des joueuses, des étudiants et des étudiantes, ou des personnes justement qui font de la recherche, que ce soit dans le milieu du jeu vidéo, les game studies, ou des milieux connexes. Voilà. Et du coup, à nous tous et toutes, on travaille ensemble et on monte des projets pour justement bah, euh, essayer à notre échelle d'informer des gens, de faire bouger des choses et de modeler un peu l'environnement du jeu vidéo à notre échelle vers quelque chose qui nous semble en tout cas plus souhaitable et plus mieux pour toutes et tous. Alors, un peu les grandes missions qu'on se donne à Game Impact, ça va être tout d'abord de conscientiser et de rendre visible l'aspect social du jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est rendre visible et conscientiser l'aspect social du jeu vidéo? C'est On va essayer de mettre le point, de mettre comment je pourrais appeler ça? Une loupe sur des aspects que le jeu vidéo dont on parle peu. Ça va être du coup des aspects qui vont être peut-être plus politiques, euh, plus montrer un peu justement les enjeux et les, les- De faire comprendre un peu en quoi les jeux vidéo participent à la société, du coup, un peu activement. hop, hop, voilà. Ensuite, on va faire évoluer les imaginaires répandus dans le jeu vidéo. Par exemple, dernièrement, il y a quelques années de ça, on a fait sortir un guide justement qui parle de représentation et d'inclusivité. On en parlera un peu plus tard justement dans la conférence, un peu plus précisément. Ça va être ce genre de choses-là, ça va être justement montrer comment on peut, au travers justement des imaginaires, faire évoluer les consciences, montrer des personnes qui existent dans la société mais qui sont peut-être trop souvent invisibilisées, que ce soit en fait dans la société ou dans les œuvres culturelles, dont le jeu vidéo ne fait pas exception. On va fédérer une communauté, donc comme je l'ai dit auparavant, on est plein, on est pluridisciplinaire et on essaie de travailler ensemble justement dans un but commun. On est un espace de partage bienveillant, équitable et respectueux parce que c'est important et tout ça dans une perspective qui est critique pour agir justement sur les causes et non sur les symptômes, histoire d'avoir un réel impact et pas juste de brasser du vent. Voilà, donc on organise plein de trucs différents. Si tu peux en citer quelques-unes, Gauthier. Ouais, et ben effectivement, donc là, l'une des dernières tables rondes qu'on avait fait, c'était autour du coup de Dark Pattern et du design persuasif. On fait aussi donc des ateliers, notamment on avait essayé de rassembler un peu un intercollectif autour de l'inclusion et de l'intersectionnalité.
On a des collaborations avec d'autres acteurs qui font un travail un petit peu similaire, notamment Random Bazaar, autour du désorientalisme. On crée des contenus. Donc là, dernièrement, on a créé un ensemble de contenus qu'on a regroupés sous la bannière de Jouer Autrement, qui regroupe un guide sur la représentation de la diversité dans les jeux vidéo, qui regroupe aussi un guide pour jouer plus éco-responsable à l'adresse plutôt du public, des gens qui jouent, qui regroupe aussi, euh, dans Jouer Autrement, dis-moi, j'ai oublié les deux autres. Une des listes de jeux. Et oui, effectivement, les listes de jeux, merci. Donc des listes de jeux par tranche d'âge et par thématique pour faire un petit peu un travail de curation à l'adresse plutôt, dans ce cas-là, des professionnels qui travaillent qui travaillent avec des jeux vidéo, mais pour des publics plus jeunes ou adultes, donc notamment les enseignants et les médiathèques. Et puis, dans Jouer Autrement, on trouve aussi, Le documentaire d'Hippolyte, le exactement, Blood and Our merci. Controllers, qui est du coup un documentaire qu'un de nos membres a réalisé et a sorti l'année dernière sur YouTube, qui parle des liens entre l'industrie du jeu vidéo et de ces liens avec l'industrie du militaire et la représentation, enfin la déreprésentation plutôt, des populations arabes justement dans les jeux vidéo à l'heure du conflit israélo-palestinien et des conflits modernes, quoi. Voilà, qui est Ben, disponible du coup gratuitement sur YouTube si vous avez envie d'aller le voir. Ça dure 1 h 30 et c'est vachement cool. puis voilà, et on fait aussi des choses un peu moins orientées sur l'aspect un peu plus travail. On va aussi faire des soirées plus conviviales. Et puis, on fait aussi effectivement des conférences et des interventions comme celle qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, si on rentre un peu plus profondément dans le sujet, les différentes thématiques qu'on va aborder. D'abord, on va aborder du coup la représentation et l'inclusivité dans le jeu vidéo et dans la culture en règle générale. Ensuite, les liens entre environnement et jeux vidéo, plus du côté individuel et du côté joueur-joueuse. Les questions autour de l'économie de l'attention et du persuasive design, des dark patterns, ce genre de choses-là. Comment justement créer des jeux vidéo qui sont respectueux des joueurs et des joueuses. Les conditions de travail dans l'industrie actuellement et un peu comment nous protéger de, euh, de l'industrie en elle-même. Et au final, un peu un espèce de tour d'horizon de ce que racontent nos narrations et nos gameplays actuellement dans les jeux vidéo et du coup comment on peut se servir de ça pour raconter des choses et avoir des jeux à impact. Alors, tout d'abord, représentation et inclusivité. Euh, Gauthier, si je peux te laisser. Ouais. Alors, au niveau, euh, au niveau donc du coup des représentations qu'on va donner, on essaie d'attirer l'attention sur justement des représentations qui existent déjà pour les personnes qui vont être diverses et variées. Donc, on essaie de remontrer des mondes inclusifs qui vont pouvoir donner du coup de l'espace et des rôles modèles à tout le monde. Et aussi travailler sur donc non pas les représentations qu'on va trouver dans les jeux, mais aussi euh, dans les gens qui fabriquent ces jeux-là pour justement permettre d'avoir ces représentations qui vont être diversifiées. Tout à fait. Du coup, dans les jeux, qu'est-ce que c'est justement offrir plus de diversité, d'équité et d'inclusion? Ça va être justement offrir des représentations qui vont être plus variées. Alors, on ne parle pas uniquement de spectre masculin, féminin et ce genre de choses-là. Ça va être vraiment tous les spectres, que ce soit de genre, d'ethnie, d'orientation amoureuse et sexuelle, les questions de validisme aussi. Donc, avoir des personnes, des héros de jeux vidéo, des personnages de jeux vidéo qui vont justement peut-être être non valides ou ce genre de choses-là. Euh, et aussi, ça va être le fait d'offrir à des personnes justement qui sortent un peu de la normalité
enfin des normes plutôt, bah, une place dans l'industrie. Aujourd'hui, il y a encore trop peu de femmes et de personnes racisées dans l'industrie. Et du coup, bah, ça fait que les représentations actuelles qu'on peut trouver justement dans, de ces différentes personnes-là bah, sont faites aussi par des personnes qui sont potentiellement pas concernées par ces problématiques-là. Ça va être des représentations justement de personnages féminins ou de représentations de personnages non blancs qui vont être faits en fait par des personnes blanches et qui vont bah, exprimer leurs tropes et ce que eux ils pensent être la condition de ces personnes-là et en fait bah, ça va souvent créer des expériences qui vont être maladroites. Donc ça va être aussi au point de vue de l'industrie de s'armer et bah, d'offrir une place justement à des personnes bah, diverses, histoire Ouais. justement d'avoir des narrations qui vont être et des représentations qui vont être diverses et surtout qui vont être réalistes, on va dire. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est qu'effectivement, alors pour la question effectivement du ratio femmes-hommes dans les jeux vidéo, c'est pas tant des questions d'orientation que, par exemple, euh, les femmes qui n'oseraient pas se diriger vers les cursus et les métiers numériques et tech, mais que c'est plutôt une question en fait de culture dans les cursus et dans les entreprises qui font qu'elles vont se retrouver mises à l'écart ou qu'elles vont partir d'elles-mêmes parce que du coup ce sont pas des milieux qui sont on va dire hospitaliers. Et donc il y a vraiment des enjeux, enfin des enjeux importants à travailler sur justement la culture d'entreprise à ce sujet-là, quoi. Voilà, comme on peut le voir sur cette slide-là, et je pense comme beaucoup d'entre nous sommes au courant, il y a eu beaucoup d'histoires ces dernières années, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs, de harcèlement au travail dans le milieu du jeu vidéo, que ce soit de VSS. Si on remonte même un peu plus loin, le Gamergate aux États-Unis, il y a 10 ans de ça. Voilà, c'est des choses qui existent, qui sont connues de tous et de toutes, mais c'est pas en fait parce que ces choses-là sont euh, alors même si elles sont visibles, en fait, c'est juste le sommet visible de l'iceberg. C'est des choses qui se passent toujours dans dans les studios, dans les écoles, dans ces milieux-là. Et voilà, faut un peu qu'on prenne tous et toutes la mesure justement du problème et qu'on soit toutes et tous acteurs et actrices de ce changement. Parce que sinon, juste on recopie et on recrée les mêmes dynamiques et c'est pas ce qu'on veut. Parmi les solutions justement qui sont en cours de déploiement, bah, il y en a plusieurs. Il y a mettre justement des diversity managers et on pourrait appeler aux États-Unis les DIY. Donc ça va être des personnes qui vont être chargées de tout ce qui va être diversité, equity et inclusion. Donc c'est des personnes justement qui sont formées aux questions justement de diversité, d'inclusion et de représentation. Qui, bah, je sais pas si demain on veut créer un jeu vidéo qui a un personnage, je sais pas, moi j'ai envie de créer un perso qui est dans un environnement afro-américain, à la manière par exemple d'un South of Midnight qui est sorti cette année. Mais en fait, je vais pouvoir me rapprocher justement de personnes qui sont expertes sur des sujets justement de diversité et d'inclusion, histoire que bah, moi je recopie pas des tropes ou des stéréotypes ou des clichés qui peuvent être racistes ou sexistes, et que justement, bah, moi en tant que créateur, entre guillemets, je me protège d'attaques, mais aussi et surtout, j'essaye de créer bah, un personnage qui est pas justement bourré de clichés et qui a une véritable matérialité dans son univers et dans l'univers qu'on essaie de dépeindre. Ensuite, du coup, il y a des mises en place de politiques d'inclusivité. Donc ça va être à l'intérieur directement des studios. Ça va être ça peut être des quotas, ça peut être le fait de
d'avoir un certain pourcentage de personnes valides, enfin non valides justement. Il y a plein de choses différentes. Il y a des formations aussi qui peuvent aider justement à à avoir ces informations-là, à être au courant, à savoir quoi faire et comment les faire. Gauthier, si tu peux continuer. Ouais. Et ben justement, au sujet justement de la visibilisation des problématiques et de la prise au sérieux, il y a notamment les questions d'accessibilité qu'on a en slide suivante aussi, qui sont intéressantes. C'est un sujet qui est assez récent euh, et qui en fait bénéficie à beaucoup de monde. Euh, le fait d'avoir mis en place ce genre de choses-là, ça va permettre en fait, en s'adressant à un public spécifique, en fait, de pouvoir bénéficier, en fait, même si c'était pas prévu, à tout un tas de cas particuliers qui peuvent en découler aussi. Euh, Si tu veux passer à la suivante. Ouais. Donc, les questions d'accessibilité, elles sont assez récentes dans le jeu vidéo. Euh, donc, on en a un très bon exemple avec Céleste, qui était un peu le premier exemple assez connu qui a été visibilisé. Et le fait de rendre, de donner un peu de la facilité, ou en tout cas une autre façon de pouvoir accéder au contenu du jeu pour des personnes qui vont pouvoir avoir des difficultés au niveau du coup de la manipulation du titre. Ce qui est intéressant, c'est que ça donne en fait accès à beaucoup d'autres personnes. Alors, les questions d'accessibilité, il y a donc des très bons interlocuteurs sur le sujet, notamment l'association Cap Games, qui du coup travaille spécifiquement sur la question du jeu quand on est handicapé. Et il y a aussi un exemple assez intéressant qui est sorti récemment d'un jeu qui s'appelle An Unplayable Game, qui du coup attire l'attention sur la question du jeu et de l'accessibilité du jeu. C'est une très très courte expérience, mais qui permet, qui a pour but de justement de montrer, enfin de faire expérimenter un petit peu ces questions-là, et avec beaucoup de commentaires en plus, une fois qu'on a débloqué le jeu, qui dure 5 minutes à tout casser. Ensuite, on a accès à plein de commentaires du coup sur l'histoire de sa création, et c'est assez intéressant. Et ce qui est aussi super intéressant avec ces façons de, on va dire, adresser le problème pour un public particulier. Donc c'est à l'image de ce trottoir qu'on voit là comme ça, qui est découpé en forme de bateau. C'est l'exemple de ce qu'on appelle du coup le curb cut effect. Donc c'est le fait que en adressant le problème et en le résolvant pour un public ciblé, en fait, on va rendre service à tout un tas d'autres personnes. Donc là, par exemple, si on décide qu'on s'adresse en faisant ce bateau-là aux personnes qui vont se déplacer en fauteuil roulant, en fait, on se rend compte qu'on va rendre service à tout un tas d'autres personnes, par exemple des gens qui utilisent des poussettes, des gens qui utilisent des valises roulantes, des femmes enceintes, des personnes âgées qui vont pouvoir aussi bénéficier de cet aménagement particulier. Ouais. L'accessibilité pour des minorités de personnes sont en fait de l'accessibilité pour une immense partie d'autres minorités qui en fait se transforment très souvent en majorité. Ensuite, passons maintenant au volet environnement. Donc, sur du coup l'aspect environnement, donc on s'adresse plutôt aux questions d'environnement du type les énergies, les ressources, en tout cas les questions d'écologie politique. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que on parle beaucoup de dématérialiser, mais que du coup, effectivement, ce terme-là, en fait, il a tendance un petit peu à invisibiliser toute l'infrastructure d'Internet, de câbles, de serveurs, de data centers, qui permettent de faire marcher tout ce monde dématérialisé. Et que, en fait, ça concerne, enfin, ça va du coup représenter en fait beaucoup de choses, donc de l'extraction des ressources minières dans un premier temps, euh, qui doivent être transformées et industrialisées, et on va dire et manufacturées, et tout ça, ça passe essentiellement, enfin, ça se repose essentiellement sur le pétrole. Ensuite, on a le fonctionnement de tout ce monde dématérialisé, du coup, hein, grâce à l'électricité, qui, selon le mix énergétique du pays, va être assez varié dans son bilan carbone, parce qu'on peut passer du charbon au gaz nucléaire, solaire, éolien. Toutes ces questions-là, elles ne sont pas les mêmes. Donc, selon le pays qui le produit, ça va aussi jouer là-dedans. Et puis, il y a toute la question de la fin de vie du matériel
qui du coup bah, en fait parle soit de recyclage, soit de justement de l'absence de recyclage. Et les chiffres assez récents que j'ai pu trouver, ils parlent quand même de 17% du matériel qui va être collecté et recyclé, ce qui est quand même enfin, du matériel pardon numérique informatique à l'échelle du monde, donc ça fait quand même assez peu de recyclage en fait en vrai. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup de choses qui finissent dans des décharges à ciel ouvert, et surtout pas enfin surtout dans les pays du Sud justement. Donc cette question de la dématérialisation, je pense il est important quand même de le remettre du coup un petit peu en question et de se rendre compte de ce que ça désigne. Ensuite, sur la question du modèle économique aussi, c'est intéressant dans la création de jeux vidéo parce qu'il y a une espèce de course un petit peu à jouer à se rattraper entre, on va dire, l'innovation artistique et technique des jeux qui demandent du matériel de plus en plus puissant pour le faire tourner, et ainsi de suite. Et je pense qu'on peut aussi attirer l'attention là-dessus, sur ces questions-là, sur plein de démarches en fait de jeux vidéo qui du coup justement jouent pas forcément sur cette course-là, voire même ils vont un petit peu à contre-courant. Donc on a mis quelques exemples, notamment sur Bloodborne, il y a toute une vague qui montre un petit peu ce truc-là, qui revient justement sur des graphismes, sur des visuels un peu plus rétro. Euh, et un très bon exemple, je trouvais, c'était aussi A Bewitching Revolution, qui est un jeu donc, qui se passe dans un univers cyberpunk et qui parle du coup de, de reprendre un petit peu le pouvoir sur son environnement. Et c'est un jeu qui est vraiment visuellement qui est pas extraordinaire, quoi. On a des personnages qui sont faits de carrés et de rectangles, quoi. Enfin, c'est un jeu en 3D, mais les volumes sont hyper simples. Et pourtant, le jeu marche hyper bien. Et je trouve que c'était hyper enthousiasmant comme expérience de pouvoir se rendre compte que on n'est pas obligé d'avoir des visuels qui vont avoir besoin de très très gros matériel pour pouvoir raconter une histoire et être émouvant et être touchant. Et ce qui permet aussi au titre d'être beaucoup plus démocratisé, puisque du coup il va pouvoir tourner sur n'importe quel ordinateur. Donc du coup on a aussi un public qui s'élargit techniquement, quoi. Ouais, et c'est le gros problème justement ça de l'industrie du jeu vidéo au global, c'est que l'industrie du jeu vidéo depuis ses tout débuts en fait, elle est vraiment coincée entre l'industrie des logiciels, l'industrie technologique et une industrie qui est un peu plus du côté artistique. Et en fait, la chose est que l'industrie technologique, elle, elle a justement cette tradition de bah, justement d'avoir tout son marketing et même enfin toute son industrie sur le renouveau tout le temps, les avancées technologiques, les avancées graphiques, avoir toujours mieux, toujours plus, donner toujours ça. Là où en fait, bah, l'industrie artistique, elle est moins sur ces questionnements-là, et elle va plus être justement sur la proposition, sur la direction artistique, sur l'originalité du propos, sur les intentions, les propositions et tout ça. Et donc c'est peut-être aussi à nous, créateurs et créatrices, bah, de se dire, est-ce que on veut que les jeux qu'on propose et que l'industrie qui est censée nous représenter, bah, en fait, elle est plutôt une vision très, ouais, je vais pas dire court-termiste, mais en tout cas très avide et très technophile, en fait, de la course à la technologie, le ray tracing, les avancées, et en fait, bah, qui va être une proposition, en tout cas une démarche qui va être beaucoup plus énergivore et bah, encore une fois beaucoup plus court-termiste, ou plutôt avoir une industrie qui se rapproche plus de ce que peut faire l'art et d'autres milieux culturels, où en fait on va peut-être un peu plus se détacher de ce truc-là, se dire on n'a pas besoin d'avoir tous les 5 ans des nouveautés technologiques et des gaps de dingue. En fait, on peut assez bien se satisfaire de ce qu'on a aujourd'hui, et juste nous, avec les outils et les propositions, nos compétences, en fait, juste essayer à partir de ça de se démarquer justement des différentes œuvres, des différents projets, des différents jeux, et essayer plus de chercher la proposition originale, la chose qui va nous démarquer artistiquement et pas technologiquement. D'ailleurs, à ce sujet-là, on peut proposer aussi de regarder le documentaire qui s'appelle Weird Game Manifesto,
Ouais. qui est un très bon exemple de justement de cette recherche du coup un petit peu en marge de l'industrie, qui est plutôt sur le pan artistique du jeu vidéo, mais qui est super intéressant sur l'aspect faire avec ce qu'on a, plutôt que de chercher aussi la prouesse technique. Mais justement, plus de revenir sur le côté émotionnel, le côté gameplay, le côté idée d'innovation de game design, plus que sur des aspects qui vont justement s'inscrire dans cette démarche de matériel aussi, quoi. Donc le documentaire s'appelle donc Weird Game Manifesto sur la chaîne de Zeffiramo sur YouTube. Et en gros, c'est une analyse, un manifeste sur l'événement Amaze qui se passe à Berlin tous les ans, qui est un événement sur les jeux alternatifs et les contrôleurs alternatifs. Et donc ça boucle aussi un petit peu sur l'idée des représentations, en tout cas d'imaginaire qu'on propose dans les jeux vidéo. Et si j'essaie de faire participer un petit peu les gens qui écoutent et le chat, euh, si je vous demande de penser à des imaginaires justement futuristes ou en tout cas de l'avenir à quoi est-ce que vous pensez en premier lieu? Il y a de fortes chances que vous pensiez à des choses qui vont être un peu sombres. En général, quand on parle d'imaginaire qui touche à l'avenir, on va souvent avoir en tête des histoires de science-fiction, en tout cas de post-apo, de cyberpunk. Et c'est difficile aussi d'avoir des imaginaires qui sont, enfin, en tout cas, dans lesquels on aimerait habiter. Euh, Moi, j'ai pas des masses d'exemples là tout de suite. Je pense surtout à Star Trek, mais qui est un imaginaire qui est assez cool pour le futur. Mais on a quand même des imaginaires qui sont plutôt sombres. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir justement proposer des alternatives à ce futur-là. Comme on dit, l'expression, c'est on a plus de mal à imaginer la sortie du capitalisme autrement que par le post-apo. Enfin, on a moins de difficultés pardon, à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Euh, Et du coup, c'est aussi, bah, je trouvais que c'était intéressant à ce moment-là de parler très rapidement aussi de Terranil, qui du coup est un jeu qui propose un espèce de city building, mais à l'envers en fait. L'idée, ça va pas être de construire sa ville et de faire de l'expansion et de faire de la collecte de ressources, ça va être au contraire en fait, dans une démarche de renaturation, en fait, de rendre une terre complètement polluée, à nouveau équilibrée d'un point de vue d'écologie scientifique, écosystémique. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que, donc ça c'est un petit peu le propos, c'est un peu le discours, mais qui passe par le visuel et par ce que ça raconte, et ça raconte aussi beaucoup par du coup ses mécaniques. Donc en termes de rhétorique procédurale, il est hyper intéressant parce que c'est un jeu qui amène à faire attention à ce qu'on va construire, parce qu'on doit anticiper qu'on va devoir le déconstruire et le retirer à la fin pour rendre ce terrain entièrement sans présence humaine. Donc c'est une super mécanique qui, sans le dire, nous invite à penser que tout ce qu'on va construire doit pouvoir être déconstruit, doit pouvoir être retiré, doit pouvoir être pensé en termes de est-ce que ça va être recyclable? C'est un petit peu une espèce de caricature un peu du message, mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir un jeu qui l'inscrit profondément dans ses mécaniques ludiques. Carré. Maintenant, on va passer du coup au volet économie de l'attention. Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie de l'attention? Tout d'abord, on va avoir du coup le persuasive design et les dark patterns. Donc, ces deux éléments-là, c'est des éléments où en fait, nous en tant que designers, bon, notre objectif majoritairement, ça va être de contrôler les expériences du joueur. Donc, on a plein de méthodes pour ça, on a plein d'outils, c'est génial et tout ça. Sauf que bah, ces outils-là, des fois, on peut les utiliser pas pour des choses qui vont être louables. Euh, Ça peut être pour des raisons économiques, la plupart du temps. Aujourd'hui, c'est des choses qui se retrouvent beaucoup, par exemple, dans le jeu mobile ou les gacha games. Donc, ça va être des choses qui vont justement, ça va être moduler une expérience joueur dans le but de le faire rester sur le jeu le plus longtemps possible et de lui faire utiliser de l'argent la majorité du temps. Ça peut être de plein de manières différentes. Ça va être via des quêtes journalières, via des battle pass,
Voilà, c'est des choses qui sont très utilisées dans le free-to-play. Et aujourd'hui, c'est même des choses qu'on retrouve dans des jeux qu'on appelle des jeux premium, hein. Donc ça va être des jeux qu'on va acheter Ouais, c'est directement. normal, je suis d'accord. Ça va être des jeux qu'on va acheter directement. Et en fait, C'est- c'est des éléments qu'on va retrouver malgré tout. Aujourd'hui, je sais que dans les derniers Assassin's Creed ou par exemple dans Dragon's Dogma 2, il y a des éléments qui sont plus ou moins nécessaires aux joueurs à différents moments. Et en fait, c'est des éléments qui, lorsqu'on fait une partie classique, en fait, on peut être amené à en avoir besoin et à pas avoir les ressources directement pour pouvoir le faire. Mais une des manières de les avoir sans aller farmer pendant 3 heures, ça va être de passer par le shop. Et hop, on débourse 3 euros de plus. Et on a l'élément qui va pouvoir justement nous permettre d'éviter 3 heures de farm et d'économiser du temps à côté de ça. Mais en fait, c'est des éléments qu'on ne devrait pas avoir parce que en soi, le jeu, on l'a payé, l'expérience, elle est censée être modelée de la manière qu'on puisse avoir tous les éléments qui nous permettent de jouer au jeu. Sauf qu'en fait, à partir du moment où les designers ont donné justement le choix aux joueurs de t'as vu, tu peux économiser du temps en payant 3 euros. En fait, ça veut dire que est-ce que l'expérience elle a été pensée comme ça de base et que du coup ils ont consciemment pas mis assez de ressources dans le jeu pour justement pousser les joueurs à acheter? En fait, c'est des questions. La réponse est oui, en fait. Et c'est des choses qui sont absolument pas euh, éthiquement parlant, bénéfique justement aux joueurs et aux joueuses. C'est une expérience qui a été vraiment presque transformée pour justement faire passer un bon moment aux joueurs et aux joueuses par juste leur soutirer de l'argent. Donc, une des manières justement d'éviter ce genre de choses-là, ça va être de proposer des modèles économiques respectueux du temps et de l'intellect des publics. Donc ça va être des jeux qui vont pas justement des jeux avec des fins. Ça, c'est des choses qui sont. Aujourd'hui, on adore avoir des expériences qui sont sans fin, les roguelikes, les roguelites, des choses à 500 heures de jeu qu'on peut continuer, continuer, continuer. J'adore ça moi aussi. C'est des expériences qui ont souvent des gameplays qui sont super bien réalisés et tout ça. Sauf qu'en fait, la chose est que avoir 500 heures de jeu et en fait, je pense que c'est des expériences qui, que ce soit en tant que joueur, joueuse ou designer, qu'on ait joué 50 heures au jeu ou 500 heures, au final, l'expérience qu'on va en retenir et les bénéfices, les acquis qu'on va avoir vont être très similaires. Là où, en fait, ces 500 heures de jeu, on aurait pu s'en servir pour jouer à 15 jeux différents et justement accumuler, avoir une variété d'expériences qui vont être très différentes. Euh, une autre des manières justement de le faire, ça va être de ne pas cibler des communautés vulnérables, par exemple les mineurs. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans les gros jeux services avec, je pense que vous les avez sur le bout de la langue, hein, des Fortnite, des Roblox, ce genre de choses-là. Ils ont très souvent des pratiques justement qui vont être mercantiles, qui vont être très agressives envers eux. Euh, et c'est des choses dont les enfants ne sont absolument pas préparés en fait. Ils sont vulnérables à ça. Euh, on- c'est des espaces qui ont très souvent des modérations qui sont inexistantes ou très maladroites. Dans Roblox, par exemple, on a d'une certaine manière du travail dissimulé de la part des enfants parce que on va pousser justement les joueurs et les joueuses à créer leurs propres expériences pour ensuite possiblement vendre ces expériences à d'autres joueurs et leur proposer justement de récupérer, enfin de gagner de l'argent via la vente de ces expériences-là. Et donc, en fait, on va se retrouver avec des mineurs, des enfants de 12, 13, 14 ans qui vont créer des expériences, les vendre, et tout ça de manière absolument pas encadrée, justement, que ce soit en fait en termes de salaire, que ce soit juste en termes de droit du travail, c'est des choses qui normalement
Si ça fait plus de 150 ans qu'on a aboli le travail des enfants, c'est pour des raisons, c'est pas pour pouvoir les retrouver justement sur des espaces numériques qui sont loin des lois étatiques, justement. Maintenant, on va passer au volet conditions de travail. Si tu veux bien, Gauthier. Donc les conditions de travail, ça regroupe plein de questions, questions de salaire, de questions de précarité. Euh, Ce qui est important pour toutes ces questions-là qui vont pouvoir altérer les conditions donc des ouvriers, des gens qui travaillent dans le jeu vidéo. Ce qui est hyper important, c'est de pouvoir se rapprocher des collectifs, des syndicats comme le STJV ou Solidaire, même Sud Solidaire Informatique. Euh, Ce qui est aussi important aussi au niveau à ce sujet-là, ça va être aussi de travailler sur les questions notamment, je pense aux questions des écoles qui ont un peu fleuri avec la bulle du Covid et qui proposent pas forcément des formations qui sont très pertinentes, très intéressantes, euh, sur lesquelles il faut être aussi vigilant. On se retrouve effectivement avec du coup un ratio entre des gens qui cherchent des postes et des postes disponibles qui est déséquilibré. Donc c'est pour ça que tous ces trucs-là, ça va être important de pouvoir avoir comment dire, des références, des ressources pour pouvoir justement questionner tout ça, pour pouvoir justement faire collectif, pour pouvoir se mobiliser et obtenir aussi des meilleures conditions de travail. Tout ça, c'est des choses qui vont pouvoir du coup se mettre en place grâce au commun en rejoignant du coup ces syndicats-là, quoi. Exactement. Et maintenant, on va passer aux messages du coup qui sont racontés par le gameplay. On a mis ici plusieurs exemples de jeux. Du coup, on a du Undertale, du Spec of the Line, Outer Wild, Terranil dont on a déjà parlé, Shadow of the Colossus et Final Fantasy VII. En préambule, soyons tous clairs sur une chose, c'est que tous les jeux et toutes les créations sont politiques. Pourquoi? Une création, en fait, on va dépeindre un environnement, une société, un univers, avec ses propres lois, ses propres personnages, ses propres environnements, ses propres règles. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand justement on dépeint ces univers-là, on dépeint une certaine forme de société, avec du coup ses propres mécanismes de, euh, de, euh, de hiérarchie, sa propre économie possiblement, ses représentations, ses personnages, quelles sont les démarches de, pas de manipulation, mais ouais, de hiérarchisation, on va dire. Et donc, bah, dépeindre ça, c'est dépeindre une société et des idées. Alors, ces idées-là, on peut les traiter de manière positive ou de manière négative, hein, c'est-à-dire qu'on peut dépeindre un univers extrêmement sombre, justement, histoire de de faire prendre conscience aux joueurs et aux joueuses que les idées qui sont transmises dans cet univers-là, elles sont pas forcément top et il faudrait peut-être s'en éloigner. Comme on peut le faire sans pas forcément, en tant que créateur ou créatrice, vouloir porter ce message-là, mais en fait, on sait tous que les œuvres culturelles, il y a l'intention que les créateurs et les créatrices ont quand elles créent l'œuvre, et ensuite, il y a l'œuvre en elle-même et le message que les spectateurs et les spectatrices vont recevoir de celle-ci. Et très souvent, enfin pas très souvent, mais en tout cas, ça arrive assez souvent que ces deux intentions-là, l'intention de départ et le message reçu, soient différents. Pour plein de raisons différentes, hein. Que ce soit le moment, l'instant présent où l'œuvre devient publique, que ce soit les différences culturelles justement des personnes qui reçoivent l'œuvre, que ce soit la manière de communiquer autour de l'œuvre, c'est plein de choses dont les développeurs et les développeuses n'ont pas forcément justement le contrôle là-dessus. Mais c'est des choses dont elles doivent avoir conscience, en tout cas quand elles créent l'œuvre, histoire de préparer aussi justement
et d'essayer de concevoir au mieux l'œuvre, histoire que bah, elle ne desserve pas le message, si message en tout cas intentionnel il y a de base, qu'il ne le desserve pas. Donc ça va être des questions qui vont être toutes simples, hein. Ça va être bah, est-ce que mon jeu il dépeint un univers où il va y avoir des questions de lutte, qu'est-ce qu'elles vont être, des luttes économiques, des luttes sociales, des luttes écologiques, et de quel côté justement nos personnages se placent-ils? Est-ce qu'ils se placent justement du point de vue de la méga corporation qui contrôle tout, ou du point de vue justement de l'individu qui galère et qui essaye justement de trouver une solution à ces problématiques-là? Pareil, quel modèle de société est mis en avant? Est-ce que ça va être un modèle de société qui va être hyper capitaliste, un modèle de société qui va plus aller vers le communisme, quelque chose où on va être dans de l'individualisme ou justement dans de la coopération, de la colonisation. Enfin, voilà, il y a une myriade de modèles qui peuvent être mis en avant. Très souvent, les modèles qui sont mis en avant, ça va être justement des modèles qui vont être sur de la lutte armée, pour justement, comme il y a une hégémonie malgré tout des jeux américains, euh, bah, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup. Il y a les jeux qui se vendent le plus, encore une fois, c'est des jeux de guerre où la vision américaine est principalement retranscrite. Et de ce fait-là, on retrouve très souvent le même type d'adversaire. Ça va être des populations arabes, ça va être les Russes. À une époque, c'était les nazis. Voilà, c'est des choses. Faut en avoir conscience quand on le voit, quand on y joue, quand on réfléchit autour de ces choses-là. En fait, les représentations qu'on utilise, bah, elles sont porteuses d'imagerie, elles sont porteuses de sens. Et ça, c'est des choses qui sont importantes en tant que créateur et créatrice d'en avoir conscience. Et pareil, justement, plus du côté gameplay, ça va être aussi est-ce que mon jeu, je sais pas, est-ce que mon jeu c'est No Man's Sky et en fait ça va être, bah, mon but ça va être d'aller dans plein de planètes différentes, histoire justement d'y laisser la trace de l'homme, de réfléchir autour de ça. Est-ce que je vais avoir plutôt quelque chose d'observateur, plutôt quelque chose de colonisateur? Est-ce que ça va être un jeu à la civilisation où on va nous laisser la place justement à une lutte qui va être pas forcément armée, mais quelque chose qui va plus se rapprocher de la culture, de la science, ou ce genre de choses-là, ou un STR à la manière d'un Age of Empire, où justement c'est beaucoup plus basé sur la lutte armée et une vision guerrière justement de ces choses-là. Euh, Bah voilà, encore une fois, les gameplays, l'univers qui est dépeint est une chose, mais les gameplays qu'on sert et qu'on utilise justement sont elles aussi porteuses de sens, comme tu l'as dit tout à l'heure, en parlant de la rhétorique procédurale dans Terranil. Bah, en fait, le gameplay lui-même dans le jeu porte le sens. Oui, et on a presque fini la conférence. Et en fait, du coup, tous les jeux qui sont mis là, que ce soit justement Undertale qui retourne justement les codes du RPG en proposant une alternative au combat, que ce soit Spec of the Line qui retourne l'imagerie de la guerre et de la guerre du point de vue américain en en la questionnant et en montrant justement des choses qu'on montre très peu finalement dans les jeux de guerre, qui est toute l'horreur qui est laissée derrière les conflits armés. Que ce soit Outer Wild qui propose une exploration basée sur la compréhension et non le colonialisme, justement, où on laisse où l'objectif, c'est pas justement d'aller laisser son empreinte, mais plus de comprendre l'environnement dans lequel on évolue, ou que ce soit Shadow of the Colossus, qui en fait nous fait nous rendre compte que bah, le véritable élément problématique dans le jeu, c'est pas les colosses. Les colosses, ils ont rien fait, ils sont là, ils vivaient pépère, et en fait, c'est nous qui allons mettre le bazar justement dans l'écosystème pour une quête qui au final se retrouve être plutôt vaine. Bah voilà, c'est des choses, c'est des messages, c'est des discours qui sont très différents les uns des autres.
Et quand on prend conscience justement que bah, que ces messages existent et qui sont représentés, que ce soit par les univers ou par les gameplays, bah, ce serait bien aussi bah, du coup que nous, quand on design, bah, on soit conscient de ça. Et au final, et au final, on voulait vous présenter quelques initiatives justement qui font bouger les choses dans l'environnement français. Si Gauthier, tu peux les présenter. Ouais, et ben effectivement, donc très rapidement, il y a plein d'assauts qui font un super taf. Donc Cap Game qui travaille spécialement sur les questions d'accessibilité, Perso Caché qui est un collectif maintenant passé en association depuis peu, qui regroupe des gens, des personnes racisées du coup, qui sont dans le domaine soit de la création, mais surtout du streaming, en tout cas des gens qui vont être en ligne et qui travaillent dans la tech et dans le numérique en général, donc ça peut être du marketing au graphisme, plein de choses comme ça, mais du coup qui regroupe du coup toutes les personnes racisées qui sont un peu dans ce domaine-là. Le STJV, donc forcément, qui est syndicat des travailleurs du jeu vidéo. Gamer, qui est aussi un collectif justement sur les joueuses, donc les femmes qui jouent aux jeux vidéo. Women in Games qui fait un petit peu le même travail, mais qui est peut-être aussi plus dirigé vers le côté industrie. Speedon, c'est donc du coup un festival de speedrun qui a but caritatif. Afro Gameuse, qui a aussi un regroupement de personnes qui sont dans le domaine du jeu vidéo. Donc encore une fois, ça va du journalisme au streaming à l'industrie. Donc de femmes noires. Donc voilà, c'est ça l'objet d'Afro Gameuse. Next Gamer qui travaille plus sur des questions LGBT. Et DigiPride, je connais pas. Je sais pas si tu sais toi. Bah, en fait, à nouveau des questions LGBT dans le jeu vidéo et la visibilisation justement de ces communautés-là. Et puis donc Quête aussi, donc le groupe d'études queer et décoloniales des jeux vidéo et jeux de rôle et jeux de société. Et voilà, nous avons fini. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Du coup, on avait une question de Stéphane. Ouais. Donc le contexte était que le joueur préfère pardon, payer 3 euros l'objet dans la boutique plutôt que de dépenser et utiliser son temps à aller le chercher. Vous savez pourquoi le joueur accepte ça? Est-ce parce que le design est très persuasif et que le joueur ne se rend pas bien compte? Alors, ce genre de choses-là, ça peut être pour plusieurs raisons différentes. Bah, la plupart du temps, le joueur, quand il va... si j'essaie de catégoriser un peu le joueur moyen, ce genre de jeu-là, ça va être quelqu'un qui va jouer sur son temps libre. Très souvent, ça va être des espaces, enfin des sessions de jeu qui vont être malgré tout assez courtes, sur des jeux en plus aussi longs qu'un Dragon's Dogma 2 par exemple, qui peut durer des dizaines et des dizaines d'heures. Bah, en fait, utiliser 3 heures de son temps, c'est possiblement les 3 heures du week-end qui lui servent à jouer aux jeux vidéo. Mais en fait, qui se disent, bah, je vais devoir me servir de ces 3 heures-là pour aller faire à pied mon chemin entre. Si j'essaie de remettre du contexte un peu, en gros, quand je parlais de ça, c'était une espèce de pierre de téléportation qui permet de voyager d'un village à un autre. Et en fait, bah, on peut faire le choix de faire ce trajet à pied. Euh, mais en fait, faire ce trajet à pied, c'est utiliser tout son temps justement pour quelque chose qui n'est pas dans la quête principale, qui va pas faire évoluer le jeu, nous amener justement dans un territoire, amener de la nouveauté ou ce genre de choses-là. Et c'est des éléments qui sont disponibles dans le jeu, mais en ressources très limitées. Et donc, bah, en fait, c'est cette limitation des ressources, justement, qui va pousser possiblement le joueur à se dire, est-ce que c'est mes 3 heures de mon temps, elles valent plus ou moins que 3 euros? Est-ce que je préférerais pas bah, justement dépenser 3 euros, comme ça c'est fait, j'ai mes trucs, j'ai plus besoin d'y penser, et je suis tranquille pour le reste de mon aventure? Bah, je pense qu'en tout cas, à partir du moment où le choix est laissé au joueur, bah, ça laisse déjà une brèche assez grande pour que le joueur soit tenté par le fait d'aller possiblement dépenser son argent là-dedans, quoi. Ouais, ça pose un peu la question de dans quel contexte tu vas jouer. Comme tu disais, effectivement, est-ce que tu as le temps de jouer enfin, est-ce que tu as le temps de jouer ou est-ce que du coup, tu as un peu envie, on va dire, de,
d'avoir un temps productif, donc du coup de faire des choses qui vont être, on va dire, récompensantes du point de vue cognitif, quoi, ça te plaît. Mais je trouve que ça pose aussi un peu la question du design du titre. Est-ce que du coup ce truc-là aurait pas pu être résolu par du game design plutôt que justement d'utiliser donc un biais cognitif du cerveau humain au profit, non pas du coup de la personne qui joue, parce que c'est ça qu'on pourrait avoir si on faisait du design un peu éthique là-dessus, c'est d'avoir effectivement d'utiliser les biais du cerveau, mais au bénéfice de la personne qu'on vise, alors que là, du coup, effectivement, le bénéfice est pas, enfin, est d'abord pour du coup le modèle économique, avant d'être pour l'utilisateur ou l'utilisatrice finale, quoi. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Si jamais il y en a d'autres qui arrivent, ça sera dans le Discord si vous voulez y répondre au fur et à mesure. Carrément. Euh, du coup, on a terminé. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était super intéressant. Bah, merci à vous. Merci à vous C'était un pour l'accueil. plaisir. Merci. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et puis une bonne continuation dans les conférences.